Bonjour, Monsieur Belkacem Bouzidi, bonjour. Bonjour madame. Alors les énergies alternatives aux hydrocarbures, c'est incontournable pour la sécurité énergétique de l'Algérie. Oui, à un moment donné, ça pourrait devenir incontournable du moment que tôt ou tard, les énergies fossiles tendent à s'épuiser. En particulier, là, il y a des chiffres qui donnent approximativement 2030 ou 2040 au plus tard. Mais je dirais que les énergies renouvelables sont une bonne alternative, en particulier pour les années à venir. Alors nous sommes dans un contexte où il faut réfléchir à l'après-pétrole, donc en termes clairs, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant. Absolument, il faudrait y penser à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, le gouvernement a pris en charge ce dossier en adoptant une loi sur un programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, tout en injectant, qui doit normalement se terminer en 2030, avec comme objectif d'atteindre les 40% d'énergie renouvelable qui seront injectées dans le mix énergétique. Mais quand on parle justement de cette sécurité énergétique, donc les renouvelables sont incontournables, on est bien parti, on a bien démarré, bien pris le virage aujourd'hui pour atteindre nos objectifs dans 40 ans à peu près, à horizon 2040. Écoutez madame, le problème des énergies renouvelables a été pris en charge depuis... Peut-être que je vais vous étonner, mais pratiquement depuis assez longtemps, depuis les années 70, 80, que nous, en particulier au niveau de centre de recherche, nous occupons des énergies renouvelables. Cependant, il y a eu ce fameux programme dont je vous ai parlé, et qui va effectivement, qui a boosté pratiquement nos travaux de recherche, en particulier sur ce créneau. Alors, à horizon 2030, donc c'est les objectifs du gouvernement, nous devons intégrer 40% de la production du solaire dans la consommation interne et éventuellement envisager l'exportation. Il y a 60 milliards de dollars qui seront investis dans les renouvelables par rapport au plan d'action du gouvernement à horizon 2030. Pour les unités solaires, au niveau de votre centre, vos projets semblent susciter beaucoup d'intérêt de la part aussi bien des particuliers que des entreprises. Absolument. Est-ce qu'on est déjà dans le contexte du renouvelable, dans l'esprit des Algériens aujourd'hui, du consommateur? Pas encore. Pas encore, parce que tout simplement, le renouvelable... Il y a une raison toute simple, madame, parce que tout simplement, le renouvelable actuellement coûte encore cher. C'est pour cela que, disons atteindre cet objectif est beaucoup plus, en particulier pour le consommateur, le petit consommateur, si ce n'est des projets où le gouvernement le prend en charge. Mais pour le simple citoyen, disons que c'est un projet qui coûte assez cher. D'ailleurs, je vais vous étonner, madame, mais dans notre travail, il nous arrive fréquemment de faire des études technico-économiques, en particulier pour des publications internationales. Et il nous arrive très souvent de trouver le renouvelable qui revient moins cher que le conventionnel. Chose contraire dans les pays européens. Donc c'est pour cela que pratiquement, je vous dis qu'actuellement, par rapport au coût du conventionnel, le renouvelable coûte assez cher. C'est pourquoi que les gens sont un peu réticents vis-à-vis de cette source d'énergie. Mais justement, il coûtera cher, il coûte cher pour le moment. Est-ce qu'on en a les capacités, les moyens pour aller vers les renouvelables à horizon 2030 de telle sorte à le développer? Puisque beaucoup de chercheurs disent aujourd'hui que 4% de notre solaire pourrait alimenter toute l'Europe en matière d'énergie solaire. Effectivement. 4% pourraient le faire, mais d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises. Nous sommes bien partis pour bien activer. Qu'est-ce que nous faisons donc si on est bien parti? Nous faisons beaucoup de choses. En particulier, si je pourrais vous citer juste ce qui se passe au niveau de notre unité de développement des équipements solaires qui est affiliée au Centre de développement des énergies renouvelables sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc à notre niveau, d'ailleurs nous avons pratiquement une centaine de chercheurs qui activent au niveau de cette unité. Nous œuvrons pratiquement sur pas mal de créneaux qui touchent
qui touche de très près la vie quotidienne du citoyen. Nous travaillons sur tout ce qui est solaire, c'est-à-dire le photovoltaïque pour la production d'électricité, pour le thermique, c'est-à-dire pour le chauffage, pour le séchage des produits agroalimentaires, qui est un projet très intéressant. D'ailleurs, nous avons une convention avec une société nationale qui fait l'agroalimentaire. Et puis, c'est-à-dire pour le séchage, nous travaillons sur l'hybride pour améliorer les conditions confortables ou bien des conditions de commodité pour le citoyen. D'un autre côté, nous avons aussi d'autres chercheurs, une autre division qui travaille sur des créneaux qui sont très importants et non négligeables, en particulier pour l'Algérie. Je fais allusion au froid, que ce soit pour le froid, c'est-à-dire la réfrigération, ou bien même pour la climatisation, et qui seront automatiquement intégrés au niveau des régions arides, sahariennes. Et puis nous avons aussi une autre thématique qui est assez importante, qui est même très importante, je dirais, qui touche l'eau, parce que tout simplement, durant les dernières décennies, l'Algérie a vécu une soif assez considérable, et tout en voyant que nous avons un littoral de 1200 km de côte. Donc, l'ironie du sort, c'est que l'UDES se trouve pratiquement au bord de mer. À Bousmaïl. Donc, c'est à 40 km d'Alger, pour les gens qui ne connaissent pas Bousmaïl, vers l'ouest. Nous avons pris en charge le dossier eau et qui est scindé en deux parties. En quelque sorte, c'est le dessalement des eaux de mer et saumâtre, qui est une option très importante pour l'Algérie. Et d'autre part, il y a aussi l'épuration des eaux usées qui seront destinées pour l'irrigation. Mais justement, avec tous ces aspects que vous développez, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nos capacités technologiques sont égales ou équivalentes à ce qui se pratique dans des pays développés? Ou alors on en est encore un peu loin? Non, on n'est pas loin. En toute objectivité. En toute objectivité, là, je pourrais m'y avancer sur cela. Nous n'avons, du point de vue compétences, ressources humaines, nous n'avons rien à envier aux autres pays européens. Pratiquement tout ce qui se fait ailleurs, nous pouvons le faire. Et puis même, il y a des choses, il y a certains travaux de recherche qui se font ici et pas ailleurs. Alors justement, par rapport à cette question des renouvelables, alors concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour booster le solaire à travers le territoire national? Il faudrait absolument, il y a beaucoup de travaux à faire, il y a beaucoup de chemin. Le chemin est long, sincèrement, le chemin est long et très difficile. Alors on parle de l'immédiat, ce que vous faites actuellement. Oui, dans les médias, nous sommes en train d'optimiser les systèmes sur lesquels nous travaillons et que nous proposons à différents industriels. D'ailleurs, nous avons plusieurs brevets dans ce sens. Et qui peuvent contribuer facilement à booster cette source d'énergie. Alors justement, le solaire, c'est aussi le silicium, développer cette technologie. Alors le solaire, c'est aussi, nécessite une maîtrise technologique. Où en est-on avec le projet silicium, c'est-à-dire pour la fabrication, pour passer à une étape autre que l'encapsulage, c'est-à-dire le simple montage? Actuellement, je ne vous le cacherai pas que actuellement, effectivement, il y a plusieurs entreprises, enfin certaines entreprises qui font uniquement de l'encapsulation. Nous avons un centre de recherche qui est aussi sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est le centre de recherche pour la technologie du silicium et qui œuvre dans ce sens pour arriver à maîtriser cette source d'énergie. C'est-à-dire, en termes clairs, nous ne sommes pas que des importateurs nets du silicium. Non, pas du tout. Puisque vous parlez des unités qui font de l'encapsulage, c'est-à-dire le montage. Oui, il y a des... On n'est pas des importateurs nets. Non, pas du tout. Nous développons cette technologie et il y a même certains privés qui se sont lancés dans cette technologie. Alors, comment booster aussi le chauffe-eau solaire local en intégrant une main-d'œuvre locale? C'est important aussi parce que ça va permettre de créer des emplois et créer la richesse au niveau local. Effectivement, là, pour ce problème, et là, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion d'en parler. Là, ça ne dépend pas que de nous, il faudrait aussi que l'industriel s'y mette. Parce que notre rôle, ce n'est pas de fabriquer. Donc alors je lance un appel à tous les industriels qui sont intéressés par cette technologie,
Je vous dis, madame, que c'est une technologie qui est mûre. Nous avons breveté, nous avons même nous avons même procédé à la conception de la peinture au niveau de l'absorbeur. Nous avons conçu du vitrage. C'est-à-dire qu'actuellement, je peux vous dire qu'actuellement, nous avons ce prototype qui est très fiable et que j'appelle les industriels à s'y mettre. Alors combien de brevets vous avez actuellement par rapport à cette technologie? Ben, actuellement, nous avons, grossièrement, nous avons plus de 15 brevets qui touchent pratiquement plusieurs activités. Je passe du séchage à l'épuration, le problème d'éclairage, à tout ce qui est hybride, que l'UDES est honoré d'avoir ce type de brevet. Mais si vous lancez aujourd'hui, par exemple, un appel aux industriels pour vous solliciter, est-ce que cela signifie quelque part, vous faites de la recherche, vous développez certaines technologies qui ne sont pas aujourd'hui, c'est-à-dire mises au service des industriels, parce que tout simplement, ils ne vous sollicitent pas? C'est le problème que nous sommes en train de se poser, d'ailleurs même... C'est un problème de confiance? Non, pas du tout. Ce n'est pas un problème de confiance, mais je dirais méconnaissance possible. Méconnaissance possible, mais il y a beaucoup plus, je m'excuse du terme, si je pourrais choquer certains auditeurs, c'est le gain facile et rapide. Parce que tout simplement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un industriel lors de mon déplacement en Algérie. Et à Bâton-en-Cul, nous avons discuté de ce problème, effectivement. Alors il me dit, alors je suis tombé des nues, et il me dit, écoutez monsieur, si je m'amusais à prendre un brevet et puis rester plusieurs années pour voir le fruit de mon investissement, c'est pas évident, alors que c'est beaucoup plus rentable et intéressant de ramener la marchandise directement de l'extérieur. On favorise l'importation en termes clairs. Absolument. Alors qu'on veut aller vers la consommation nationale. Absolument. On devrait consommer national pour vous, hein? Exact. Alors, M. Belkacem Bozidi, alors aujourd'hui, on considère que les nouvelles ressources énergétiques limitent l'exode, permettent la fixation des populations et aussi assurer un développement équitable à travers les régions. Alors, par rapport à cette question qui est essentielle et existentielle pour l'Algérie, par rapport à l'immensité du territoire et par rapport à la nécessité aujourd'hui de développer les régions défavorisées comme le Sud et les hauts plateaux, qu'est-ce qui est fait? Bien, pour votre information. Par rapport à cette question d'énergie et ressources énergétiques. En particulier ça touche beaucoup plus l'exode rural. Pour votre information, l'Algérie compte pratiquement une quarantaine de millions d'habitants sur une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Mais sachez que, disons, plus de 90% de la population sont pratiquement cantonnés au niveau des régions du Nord, sur une superficie de approximativement 20%. Ce qui laisse pratiquement, et là je vais vous étonner, 0,5 habitants par kilomètre carré. Dans certaines régions, en particulier, disons, Adrar, Tamanrasset, Béchar, Ilizi, etc. Donc c'est un chiffre qui fait assez peur. Donc pratiquement, grâce à ces projets, nous pouvons donner plus parce que pourquoi les gens migrent vers les régions du Nord, c'est beaucoup plus à la recherche de plus de confort, de travail, etc. Donc, grâce à cette source d'énergie, d'ailleurs nous l'avons démontré à maintes reprises, grâce à des installations que j'ai personnellement menées dans certaines régions du sud du pays. On a installé différents pilotes. Absolument. Que ce soit dans le domaine de l'éclairage, au niveau des centrales, ou bien des systèmes de pompage pour l'irrigation et l'eau potable. Je pense qu'avec ce type de système, les gens pourraient éventuellement se stabiliser et pratiquement et rester là où ils sont. Parce que tout simplement, allez-y madame. Oui, justement, j'allais aussi aborder la question qui est aussi importante par rapport au niveau de certaines régions du sud du pays. Ces nouvelles ressources aussi limitent ou luttent contre la désertification. Oui.
La désertification, je peux vous dire que c'est un phénomène qui touche de plein fouet l'Algérie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pris l'avion en quittant l'aéroport Houari Boumediene. Je peux vous assurer pratiquement à partir de 10-15 minutes, à tout casser 20 minutes, nous sommes pratiquement dans le désert. C'est le désert. Et puis là, la quasi-totalité de son territoire, pratiquement, disons 90% de territoire est touché de plein fouet par ce fléau qui a dévasté pratiquement plusieurs superficies de terre, disons, agricoles. Il y a même, je pourrais même aller plus loin, il y a certains villages qui ont été abandonnés complètement. Mais comment lutter justement contre la désertification par rapport à ces systèmes mis en place aujourd'hui? Oui, comment lutter? Il y a pratiquement c'est-à-dire il y a plusieurs années de cela, nous avons proposé, vous savez, au niveau du sud algérien, les petits fellahs n'ont pas une grande superficie, c'est beaucoup plus de l'autosuffisance alimentaire. Chaque fellah possède au plus 1 hectare. Alors si nous pouvons multiplier et puis un système de pompage de juste moyen peut les subvenir largement aux besoins pour irriguer cet hectare. Alors si on multiplie le nombre de fellahs pourront être touchés par ces systèmes, disons que nous pourrons avoir une contrepartie non négligeable. C'est la raison pour laquelle vous avez ce slogan de la recherche au service du développement durable. D'abord, ce sont des énergies qui apportent beaucoup de confort, les mêmes conforts, et ils sont propres. Et oui, ça, c'est important. Oui, d'ailleurs. Le développement durable. Oui, d'ailleurs, le sens, disons, si on n'améliore pas le confort, disons que les énergies renouvelables n'ont plus de sens. Donc, et beaucoup plus les gens qui sont le plus démunis en Algérie, qui seront les plus visés, les plus touchés par ce type de sources alternatives. Alors, le potentiel énergétique, justement, dans ce cadre-là, M. Bozidi. Oui, écoutez, madame, concernant le potentiel énergétique... En étant simple et simpliste pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Oui, effectivement. Disons, en dehors du potentiel, que ce soit en pétrole ou bien en gaz, ces sources d'énergie conventionnelles, l'Algérie possède, elle aussi, des sources d'énergie, un potentiel assez considérable, en particulier du point de vue renouvelable. À commencer par le solaire. Pour votre information, nous avons un potentiel énergétique solaire des plus importants dans le monde et le plus important dans le bassin méditerranéen. Aussi concernant l'éolien, qui n'est pas aussi important que le solaire, mais figurez-vous qu'il y a certaines... concernant certaines régions, je peux vous donner certains chiffres. Concernant le solaire, le potentiel énergétique solaire, qui avoisine les 5-6 kWh par mètre carré par jour. Et le problème, ça concerne, enfin ce n'est pas un problème, mais ça concerne pratiquement 90% du territoire national. Donc nous avons sur tout le territoire national une moyenne de 5 kWh par heure, kilowattheure par jour par mètre carré, qui est non négligeable pour faire de ce projet un projet d'avenir. Pour l'éolien, c'est à un degré moindre parce que nous avons des capacités, un potentiel énergétique éolien qui est assez important. D'ailleurs, dans les régions du nord, ça varie jusqu'à 4 mètres secondes comme vitesse du vent. Et puis nous avons des microclimats, en particulier dans les hauts plateaux, et puis surtout dans les régions du sud-ouest. D'ailleurs, c'est pour cela que la ferme éolienne a été implantée à Adra. Alors, la biomasse et l'hydraulique également? Oui. Alors, autant aussi de ressources? Non, la biomasse un peu moins, et on n'a pas intérêt à dégrader notre ressource forestière. On en a grand besoin. Mais par contre, pour tout ce qui est hydraulique, là, c'est pour votre information aussi, et puis celle des auditeurs, nous avons une nappe phréatique qui est très importante.
et puis qui s'étend pratiquement de nos frontières est vers le sud-ouest algérien, c'est-à-dire vers le Béchar et Adrar. Certains considèrent que cette ressource va durer l'équivalent de 600 000 ans. Je ne pourrais vous le dire, mais... Moi, je l'ai lu quelque part. Mais là, pour votre information, elle n'est pas renouvelable. Attention, elle n'est pas renouvelable. Et puis, il viendra le jour, quand Rabbi Alam, mais il viendra le jour où pratiquement cette source, cette denrée qui risque d'être très rare. Nous sommes un pays aride et semi-aride. Bah oui, on peut dire que nous sommes un pays aride, vu le taux de précipitation, en particulier ces dernières années. Alors là, pour cela, nous avons au niveau de notre unité fait un choix pour développer certains projets. Là, je pourrais vous dire aussi une chose. L'Algérie est confrontée à ce problème. Parce que soit développer le pays, donner de l'agriculture, c'est-à-dire irriguer, qui a besoin et qui consomme un taux d'eau assez considérable, pratiquement de 70%. Et puis, d'un autre côté, la population risque d'avoir soif. Donc, que faire? Il faut réussir cette équation. Absolument. Là, c'est une équation à deux inconnus. Il faudrait absolument satisfaire les deux. Et la population a besoin de l'eau et l'irrigation aussi. Et jusqu'à ce jour, pratiquement, jusqu'à un passé récent, il n'y avait que les barrages ou bien la nappe phréatique. Donc, l'unité, il y a eu pratiquement un programme du gouvernement qui a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 1200 km de côte. Ce sont des systèmes, c'est beaucoup plus pour le dessalement. Alors justement, par rapport à cette question, et vous l'avez breveté, vous avez procédé au traitement des eaux par rayonnement solaire et artificiel. Ça, c'est nouveau. Mais en quoi cela consiste exactement au niveau de votre unité, le traitement des eaux par rayonnement solaire et artificiel? Je vais être très simpliste ici, parce que pour que la plupart puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire. Là, c'est beaucoup plus épurer l'eau qui provient d'industrie. Là, et le rendre plus ou moins propre. Disons, nous faisons une autre étape que fait actuellement l'Office national de l'assainissement, parce qu'il y a certaines bactéries qui doivent absolument partir pour que cette eau puisse être utilisée ailleurs, et je fais allusion à l'irrigation, par exemple. Justement, le recyclage de l'eau. Mais cette unité d'assainissement, est-ce qu'elle sollicite aujourd'hui vos services pour développer ces moyens modernes de traitement des eaux? Absolument. Nous avons une convention nous travaillons ensemble avec l'Office national de l'assainissement. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Nous travaillons aussi avec CIA, nous travaillons aussi avec les unités de dessalement, en particulier celles qui se trouvent à proximité de notre unité de recherche. Alors pour le solaire, vous travaillez aussi avec d'autres organismes importants aussi à travers le territoire national, parce que vous avez soulevé la question du prix tout à l'heure qui risque d'être élevé à moins que l'État subventionne. J'allais vous poser cette question, quelles sont les mesures encourageant peut-être éventuellement à l'avenir, dans 10 ans, qui sait, les ménages et autoconstructeurs à aller vers les panneaux solaires? Oui, certains pays développés pour ne pas rester à l'écart en particulier de certaines sociétés ou bien entreprises nationales qui œuvrent dans ce domaine. Nous contribuent au désenclavement également, les solaires. Oui, qui contribuent d'une manière assez considérable, parce que tout simplement, nous participons à l'efficacité énergétique, nous participons à la production d'électricité, nous participons à donner plus de confort à nos concitoyens, en particulier ceux qui vivent dans les régions arides. Alors justement, comment mettre en place des mécanismes encourageant justement à aller vers le photovoltaïque? Là, il faudrait pour les ménages? Oui, alors là, il faudrait que tout le monde s'y mette. Je pense plus spécialement à certaines institutions financières qui peuvent éventuellement soutenir. Effectivement, soutenir. Comme cela se fait dans certains pays. Ça se fait même chez nos voisins, là, pour ne pas les citer.
Lesquels? Par exemple, en Tunisie. On peut les citer? Oui, par exemple, oui, il y a en Tunisie, les chauffe-eau solaires, par exemple, juste un exemple, qui est soutenu par l'État. Et il y a pratiquement une grosse contribution de ce système au niveau du chauffage de l'eau. Alors c'est une technologie qui est impérative aujourd'hui, il ne faut pas rester en rade, il faut aller vers ces énergies alternatives aujourd'hui, puisque nous avons vu, hein, nous sommes dépendants des hydrocarbures. Dès que le prix chute, on retient. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a d'un côté le prix, il y a d'un autre côté l'épuisement qui risque de venir pratiquement dans. C'est tout près, 2030. C'est pratiquement dans une quinzaine d'années. Donc on doit s'y mettre. Alors. Le chauffe-eau solaire est égal emploi, plus économie d'énergie et maîtrise technologique. C'est important également ces trois aspects. Absolument, il faudrait que la maîtrise énergétique. Il n'y a pas que le chauffe-eau solaire, il y a pratiquement dans tout ce que nous faisons, pour tous les systèmes, il faudrait absolument avoir une maîtrise énergétique. Parce que, sécurité énergétique. Et sécurité énergétique, parce que cela va de la fiabilité du système pour que le concitoyen soit content de système que nous proposons. On en a la ressource, notamment celle qui est inépuisable, la ressource humaine qualifiée. Absolument. Nous avons une ressource humaine très qualifiée. Monsieur Belkacem Bouzidi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans cette émission, même si c'est la première et que vous aviez légèrement un petit trac. Merci, bon courage. Merci beaucoup et merci à vous.